dit volontiers d'eux qu'ils sont sans foi ni loi, que leur fortune est bâtie sur les guerres, sur la souffrance des hommes, sur les morts. À travers le monde, ils ne sont qu'une poignée à exercer ce métier sans doute le plus secret de tous, marchand d'armes. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Entre scrupules et appât du gain, comment vivent-ils? C'est ce que nous avons voulu savoir en pénétrant dans le monde très fermé des marchands d'armes, mais aussi des trafiquants, des intermédiaires. Guerre de libération, guérilla, guerre civile, coup d'État. Depuis 1945, plus de 130 conflits ont ensanglanté la planète. De Beyrouth à Sarajevo, de Saïgon à San Salvador, ce sont presque toujours les mêmes armes qui crépitent et souvent les mêmes hommes qui, dans l'ombre, alimentent la haine collective. Cet Américain n'a rien d'un combattant. Son nom, Samuel Cummings. Il est le plus grand marchand d'armes privé au monde. Je suis optimiste parce que d'abord j'ai une nature optimiste et puis parce que j'ai toujours cru, et je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis, que le commerce des armes militaires est basé sur la folie humaine et non sur la sagesse. Et je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'on peut affirmer que la folie humaine n'a pas de limite. Elle a toujours existé et elle existera toujours. C'est pourquoi, même si aujourd'hui la profession traverse une période très calme, la folie humaine redressera la tête. Et le marché des armes dans le domaine militaire repartira de plus belle. Miser sur la folie humaine, tel est le business de Samuel Cummings. Qu'importe les victimes, il déclare être un homme d'affaires comme les autres et rejette toute responsabilité quant à l'utilisation qui est faite de son matériel. Une vision toute personnelle qui le préserve d'éventuels états d'âme. Écoutez, vous pouvez présenter tous les arguments que vous voulez. Mais est-ce que le constructeur automobile Ford est responsable de l'assassinat de Kennedy simplement parce que celui-ci circulait dans une de leurs limousines lorsqu'il a été abattu? Henry Ford est-il responsable des victimes des accidents de la route, qui, soit dit au passage, sont beaucoup plus nombreuses que les victimes des armes à feu, alors qu'il y a moins de voitures par habitant que d'armes? Vous voyez, sans éviter d'assumer ce que je fais, ce qui n'est pas le cas, même si je suis totalement conscient de l'hypothétique relation de cause à effet de mon commerce. Une arme, ça tue, bien sûr. Je ne ressens aucune émotion particulière, si ce n'est, d'une manière générale, le regret que les gens s'entretuent. Amoureux des armes, Samuel Cummings l'est assurément. Il possède la plus grande collection privée d'armes, des Colt, des Remington, des Kalachnikov, des Smith & Wesson. Ce sont les seules pièces que Cummings se refuse à vendre. Ici, dans son QG d'Alexandria, en Virginie, si l'on respecte une certaine discrétion, on ne dissimule pas pour autant l'activité réelle de l'entreprise. Entre Kalachnikov et mitrailleuses, les employés de Samuel Cummings ne semblent ni troublés ni stressés par cet environnement professionnel pas vraiment comme les autres. Cela vous gêne de travailler dans ce genre d'activité? C'était très bizarre au début, mais on m'a tout de suite rassurée en me disant qu'aucune arme n'était chargée et que je n'avais pas à en connaître le fonctionnement. Ici, je classe des papiers, des documents, enfin un travail de bureau. Et vous vous êtes habitué à voir toutes ces armes autour de vous? Au bout d'un certain temps, on finit par s'habituer. Ce matin-là, Cummings reçoit un acheteur qui va lui permettre de réaliser une transaction de 750 000 $. Au niveau de la quantité, disons 5 000 au minimum. Mais elles sont flambant neuves, chacune avec 4 magasins, le kit de nettoyage, etc. Disons 150 $. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est vraiment une affaire. Si on est d'accord, nous allons vous donner une documentation et vous me tenez au courant. Le matériel peut être immédiatement expédié de notre dépôt en Grande-Bretagne. C'est parfait. Comme vous le savez, nous n'en avons pas ici, mais nos stocks sont en Angleterre.
Toutes les armes de Samuel Cummings sont entreposées aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais c'est ici, dans son dépôt de Manchester, en Angleterre, que se trouve son stock le plus important. Des milliers et des milliers de caisses d'armes prêtes à être expédiées n'importe où dans le monde, et ce dans les plus brefs délais, qu'il s'agisse de mitraillettes ou d'armes lourdes. Aujourd'hui, je dirais que nous avons ici environ 100 000 armes, de toutes sortes. Mitraillettes, fusils, canons légers, mitrailleuses et ainsi de suite. Si l'on compte les nouvelles formes d'organisation militaire, nous avons ici assez d'armes pour équiper en 24 heures 9 ou 10 divisions. Entassés dans ces caisses, entre autres, 20 000 Kalachnikov. C'est vraiment une très très belle arme. C'est certainement l'arme du XXe siècle. Aucune autre arme automatique ou semi-automatique n'a été autant fabriquée. Elle est connue dans le monde entier. Elle est très populaire. Et c'est une arme militaire presque idéale. Dans sa catégorie, c'est vraiment le best-seller des armes militaires. Elle est employée dans le monde entier, de la Finlande à Vladivostok, dans toute l'Afrique, en Amérique latine et dans l'ensemble du Proche-Orient. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les nouvelles nations russes qui existent maintenant, mais qui étaient membres de l'ex-URSS, continuent de l'employer. Ils les commandent même directement chez nous parce que nous pouvons les livrer moins cher que la Fédération russe. Le chiffre d'affaires annuel de la société de Samuel Cummings, Interarms, est de 100 millions de dollars. En 40 années d'activité, cet homme a pratiquement couvert tous les conflits. Il a équipé des armées, des milices, des groupes révolutionnaires sur les 5 continents. Leader incontestable sur le marché, Samuel Cummings a vendu ses armes par milliers, par millions. Si je dois vous donner des chiffres, je dirais que j'ai vendu approximativement, disons un chiffre raisonnable, 6 millions d'armes. Fusils, revolvers, mitraillettes, mitrailleuses. Jusqu'à ce jour, nous étions incapables de vendre dans cette partie du monde. Je parle du bloc de l'Est. Mais nous avons vendu dans presque tous les pays d'Amérique latine. Dans toutes les nations de l'Europe de l'Ouest. Et également, à l'exception du Japon, en Asie et en Extrême-Orient. Cependant, aujourd'hui, je dois dire maintenant, la situation est terrible pour la profession. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont dans le métier des armes. Pourquoi? Primo, il y a une avalanche de surplus d'armes modernes en provenance de l'Est, vendues à n'importe quel prix. Secondo, l'Ouest est toujours désorganisé et ne sait comment réagir face à cette nouvelle situation. Alors que faire? Que va faire l'OTAN? La tendance de chacun est donc de ne pas bouger en attendant de voir ce qui va se passer. Pour nous, marchands d'armes officiels, le marché, en un mot, est véritablement épouvantable. Et cette avalanche d'armes peut être dangereuse? C'est comme la roulette russe. Saint-Ingberg, en Allemagne. Cet homme d'apparence anodine n'est pas un commerçant comme les autres. Si à l'occasion il n'hésite pas à aider sa femme dans son commerce, en réalité cette librairie lui sert exclusivement de boîte aux lettres, de couverture. Günther Leinhauser est l'un des plus grands trafiquants d'armes au monde. Spécialiste des livraisons clandestines, il contourne les embargos depuis 30 ans. Aujourd'hui, il est au cœur de ce que Samuel Cummings appelle l'inquiétante avalanche russe. C'est dans l'arrière-boutique de sa librairie
que Linehausser traite avec les nouveaux marchands venus de l'Est. Voilà, ça c'est incroyable. Je viens d'avoir cette offre il y a quelques jours, verbalement par téléphone. J'ai demandé la preuve. Il s'agit là de quelqu'un qui ne se gêne pas d'offrir un détonateur nucléaire, comme ça, comme s'il s'agit d'une marchandise normale. Mais voilà vraiment la preuve. C'est la grande braderie. Bien sûr, ça vient des pays de l'Est. Ces choses n'ont pas de prix. Parce que normalement, il n'y a pas un marché pour ces choses-là. À part de quelques coins dans le monde, ça joue entre 500 000 et 4 millions de dollars. Il y en a beaucoup, des rêveurs qui pensent de rentrer dans ces champs de business parce qu'ils ne voient que les grands sommes d'argent, le profit. Et ça fait rêver beaucoup de gens. Et on ne rêve pas dans votre métier? Assurément pas. Au contraire, il n'y a que la réalité qui compte et c'est une réalité assez dure. Il faut tenir parole quand on dit quelque chose. Et vous, justement, est-ce que ça vous arrive des fois la nuit d'avoir des cauchemars? Oh non, pas du tout. Contrairement avec toutes ces choses, je suis normalement tellement fatigué que je dors vraiment bien. Quelques jours plus tard, alors que nous sommes encore à Hambourg, Günther Linehausser nous contacte pour une affaire qu'il qualifie d'exceptionnelle, mais à laquelle il ne veut pas toucher. Des missiles russes. L'offre, nous dit-il, vient de Pologne. Ça fait part de ce que je vous ai expliqué un peu la dernière fois concernant les différentes choses qui se promènent maintenant de provenance de l'ancienne Union soviétique, dans l'armement, dans le nucléaire, dans les différentes choses. Et bon, là, je viens de juste avoir la preuve d'une tête nucléaire, ça veut dire un obus nucléaire réactivé. Et vous pensez que des choses comme ça pourrait arriver dans les mains des terroristes? Mais facilement, si ça se promène comme ça en douce dans les mains des gens qui vont à n'importe qui, n'importe quoi. D'autre part, je vous le montre, je vous le laisse même, parce que ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait, selon la délégation générale de l'armement que nous contactons à Paris, il ne s'agit pas de têtes nucléaires, mais de détonateurs. Intrigués, nous nous rendons à Vienne pour y rencontrer ces étranges marchands d'armes. Avant même notre prise de contact, nous remarquons que non seulement nous sommes suivis, mais également filmés et photographiés. Le rendez-vous a lieu dans le hall de l'hôtel Intercontinental, l'une des plaques tournantes du trafic des ex-pays communistes. Afin de prouver notre crédibilité d'acheteur potentiel, nous avons fait établir ce certificat qui garantit que 2 millions de dollars, soit 10 millions de francs, sont bloqués sur un compte en Suisse pour une période de 48 heures, le temps de la transaction. Nos interlocuteurs sont de jeunes mafiosi tchèques. Ils bradent l'armement volé du pacte de Varsovie. Ils nous proposent ainsi une version soviétique du missile américain Stinger et même un MiG-29. À ce moment-là, notre interlocuteur remarque la caméra. Il nous avait offert des détonateurs identiques aux croquis qu'avait reçus Günther Linehausser. Leur gang sera démantelé 3 mois plus tard. Qu'ils s'appellent Cummings ou Linehausser, ces hommes entretiennent tous d'étroites relations avec les différents services de renseignement pour savoir, à l'avance, qui est en train de s'armer et pour quel conflit. Des liaisons dangereuses et contre nature, comme nous l'avoue cet agent secret britannique rencontré à Hambourg. Vous n'avez guère d'estime pour les marchands ou les trafiquants d'armes. Non, en effet. J'ai très peu de respect pour eux. Mon expérience m'a prouvé qu'ils sont sans parole, qu'ils n'ont aucune loyauté envers leurs collègues de travail ou le pays auquel ils appartiennent.
Je pense que leur loyauté est à vendre. Quel est le stock d'armes que vous rêvez d'acheter? Oh, celui du Vietnam. Le matériel américain du Vietnam. Parce qu'il y en a tellement, il est toujours standard dans la majeure partie du monde. Et les Vietnamiens n'en ont plus besoin. Nous sommes allés au Vietnam à 2 reprises ces dernières années. Nous avons inspecté et photographié le matériel. Les autorités vietnamiennes sont très coopératives avec nous. Mais les Américains disent non, ce matériel nous appartient. Il est toujours sous le contrôle du gouvernement des États-Unis. L'Allemand Leinhauser, lui aussi, voudrait bien mettre la main sur le stock du Vietnam. Depuis 23 ans, les deux hommes sont en compétition pour ce qu'ils appellent le marché du siècle. Il est vraiment géant, ce stock-là. Ça fait des centaines d'hélicoptères, des gros transporteurs, pas comme le C-130 par exemple, les avions de chasse. À part de ça, il y a des entrepôts d'armes vraiment très importants, comme des canons de Howitzer 155, d'autres calibres aussi, des canons sans recul, mais vraiment ce sont des entrepôts immenses que les Américains ont laissés à leur départ là-bas. Il est facilement accessible, le matériel est extrêmement bon marché en plus. Le pays a besoin de devises et ce matériel, vu les prix du marché, il est très bon marché. Un pays en guerre comme la Yougoslavie, elle aurait peut-être besoin de ces armes. Sûrement, seulement ça serait un peu difficile pour eux en acheter directement là-bas. Parce qu'il faut quand même tout un organisme pour le sortir du pays, pour le transport, pour faire arriver le matériel. Comment ça se ferait? Ah, ça dépend toujours de la situation. Ça peut se faire par avion, ça peut se faire par la voie maritime, hein, ou même combiné. Mais là, il faut prendre la solution le moment donné. Mais ça, c'est votre spécialité. On le dit, je ne dirais pas que je suis en train de le faire, mais vous pourriez le faire. Je pourrais le faire, oui. Privés d'armes, en raison de l'embargo imposé par les Nations Unies à la Yougoslavie, les combattants bosniaques et croates, face à la puissance de feu des Serbes, en sont réduits à s'approvisionner auprès des trafiquants d'armes ou à trouver des armes au marché noir. C'est par la mer Adriatique que les kalachnikovs, les munitions, entrent au compte-gouttes, dissimulées dans les marchandises que transportent les routiers. Ici, en Bosnie, dans la région de Tomislavgrad, harcelés par les Tchétniks, les soldats sont tous des volontaires. La plupart d'entre eux ont acheté leurs armes en Allemagne à des petits trafiquants. Prix d'une Kalachnikov, $600, c'est-à-dire 6 fois plus que le prix officiel. Je m'appelle Ante et je suis ici depuis le début de la guerre. Je ne suis pas contre le principe de l'aide humanitaire. Les gens en ont besoin. Mais pour nous qui nous défendons, ce dont nous avons besoin, c'est des armes. Et notamment des armes lourdes, des chars, des avions aussi. Ou alors des hommes qui savent se battre. La Serbie a pris tout l'armement de l'armée yougoslave, aux Croates, aux Bosniaques et aux Slovènes aussi. Ils peuvent nous bombarder comme ils le veulent. Vrlo malo. Voilà, c'est tout ce qu'on a.
L'officier que nous avons rencontré dans cette caserne n'a accepté de parler qu'avec beaucoup de réticence. Il craignait des représailles contre son frère, prisonnier des Serbes. C'est un combat inégal. Les Serbes ont plus de munitions pour des mortiers de 120 que nous avons de cartouches pour nos fusils. Leurs armes sont modernes. En plus, c'est eux qui ont notre or et notre argent. Les cadres, les officiers de l'ancienne armée sont restés avec eux. C'est pour cela que leur armée est beaucoup plus efficace, qu'elle fonctionne parfaitement. Ils ont 1 millier de chars, 400 avions de combat qu'ils utilisent avec une grande précision. Dès qu'une guerre éclate, les profiteurs sortent toujours de l'ombre lorsqu'il y a de l'argent à gagner. Il n'y a pas que les petits trafiquants albanais dans cette affaire. Toutes les nationalités sont représentées. C'est normal. On peut gagner énormément d'argent dans cette profession. Le commerce des armes est international. Günther Leinhauser travaillait dans l'ombre depuis plus de 30 ans. Pour la première fois, il accepte d'être filmé par une équipe de télévision. Je crois qu'on fait beaucoup d'erreurs sur le travail d'un marchand d'armes. Et ça, je l'ai accepté pour un peu aider à clarifier la vraie situation, qui n'est pas du tout une situation d'un criminel ou de quelqu'un qui a besoin de se cacher. Qu'il y a un fonctionnement d'un marché qui existe, qui existait toujours, qui va toujours exister. Et je pense mettre ça au clair. C'est pas une faute. Ce jour-là, Leinhauser a rendez-vous en Allemagne avec un intermédiaire chargé d'acheter des armes pour le compte d'un pays soumis à un embargo. C'est la seule précision qu'accepte de nous donner le trafiquant. Il est d'accord pour que nous filmions la transaction à l'insu de l'acheteur, avec 2 caméras cachées. L'une est dissimulée sur une terrasse de l'héliport, l'autre dans sa Mercedes. Des micros ont été installés dans les appuis-têtes. Cela dit, Leinhauser a posé 2 conditions. Premièrement, il exige qu'il soit impossible d'identifier son client. Il ne veut pas prendre le risque de perdre un marché de plusieurs centaines de milliers de dollars. Deuxièmement, que le document ne soit diffusé qu'une fois le matériel livré. À 15 heures, l'hélicoptère de Leinhauser se pose. Son chauffeur l'a précédé avec les documents nécessaires à la transaction. « 20 minutes plus tard, l'acheteur arrive et se gare près de la Mercedes du trafiquant. Ils se sont déjà rencontrés à 2 reprises, à chaque fois dans des lieux différents. Ce que ne nous avait pas dit le trafiquant, c'est que l'intermédiaire est un Français. Bon, voilà, de notre part, tout est clair. Tout est préparé. En tout cas, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur le matériel, son usage. Je vous ai amené encore une cassette. Vidéo avec une démonstration exacte du matériel, la première tranche. Donc la première chose concerne 300 MGL 40 mm Exact, et 30 000 munitions. c'est ça. Hein. Bon, on est bien d'accord sur le contre-valeur, qui doit être réglé au plus tard jusqu'à demain, disons, 18 heures. Bon, écoutez, on vous a préparé donc 2 820 000 dollars Exact. en espèces. Donc on pourra faire le transfert dès après-demain, si vous voulez. Hein, Ça devait se faire demain. Demain. Ouais. Bon, demain, d'accord, pas de problème. Donc on le fera selon vos conditions. Selon les conditions, dans la banque Luxembourg, le transfert, ça veut dire d'un coffre-fort
dans l'autre. D'accord, mais de toute façon, j'aurai un collaborateur qui sera là et qui s'occupera de tout ça. Alors, en revanche, je voudrais être bien sûr qu'au niveau du transport, tout se passe bien. C'est-à-dire que moi, je suppose que ça va se faire par... Bon, on vous a bien mis au courant de la manière. Ça sera un transport aérien dont nous prenons la responsabilité jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Ça veut dire, votre responsabilité est que l'avion sera accepté immédiat à l'aéroport dès qu'il se présente, qu'il sera déchargé dans l'immédiat après son atterrissage et qu'on le fait redécoller immédiatement. Il n'y a aucun problème, vous aurez toutes les autorisations, vous aurez à peu près 30 minutes pour tout décharger. Ça peut aller. Ça peut aller. On met à votre disposition tout le matériel de chargement nécessaire et vous redécollerez immédiatement après. D'accord. Bon, espérons que tout ça se passe bien comme ça. D'accord. Voilà, n'oublions pas la cassette. Je vais prendre la cassette. Je pense qu'à partir de maintenant, on va rester en contact. Ça, c'est très important. Il faut rester en contact tout le temps. Il est toujours possible qu'il y ait des petits changements dans les délais ou quelque chose va plus rapide qu'on pensait. Tout ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut rester en contact en permanence. Très bien. OK? Bon, eh bien, Gunther. Espérons que tout se passe bien. Espérons. Au revoir, monsieur. Au revoir. Là, vous repartez, on peut savoir où? Je préfère ne pas le dire. Ben, bon voyage. Non, merci. Au revoir. « 300 MGL 40 mm, 30 000 cartouches, le tout pour 2 820 000 $ déposés dans une banque luxembourgeoise, près de 15 millions de francs. C'est cette arme que Leinhauser a vendue ce jour-là. Un lance-grenade redoutable fabriqué dans un pays longtemps soumis à l'embargo sur les armes. It can be loaded as quickly as a 6-shot revolver. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Abrechnung mit einem korrupten und verfrüht und zu gefährlich sei. Messungen der US-Raum... Monsieur Leinhauser, quand vous regardez la télévision comme tout le monde? Oui et non, ça dépend. Naturellement, mon intérêt est toujours un peu concentré sur les coins dans le monde où ça bouge, où il y a pratiquement des problèmes. Vous pensez sincèrement que c'est un métier comme tous les autres? Naturellement, comme tous les autres. Comme un pharmacien vend ce pharmaceutica, comme un droguiste vend ses spécialités. Là aussi, il y a des choses dangereuses, des choses moins dangereuses. Mais il y a dans le tout, il y a un but. Et c'est comme chez nous, comme dans la pharmacie aussi. On ne vend pas à tout le monde, on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Il faut quand même être informé pour bien choisir. Alors, qui vous donne l'ordonnance? Ah, la conscience peut. La grande braderie de l'Est a considérablement modifié le travail des marchands et trafiquants d'armes. Aujourd'hui, ils ne doivent plus se borner à parler de calibre ou de munitions. Ils sont obligés d'apprendre un nouveau vocabulaire, celui des armes du XXIe siècle et des indispensables métaux rares comme le scandium, l'osmium ou le gallium.
Voilà, ça c'est une nouvelle arrivée des matériaux très spéciaux venant de la Russie. Il s'agit, voilà, vous voyez, du gallium, valeur d'environ 400 000 $. Alors c'est comme ça que, comme on m'expliquait, les Russes arrivent avec leurs valises comme ça. Avec leurs valises, avec toutes sortes de différents matériaux, soit du gallium, germanium, scandium, même osmium, un matériel très très cher, très très rare. Qui n'est pas systématiquement interdit, mais difficile à trouver. Difficile à trouver, pas systématiquement interdit. Donc là, on est peut-être un peu loin du commerce des armes, mais... Ouais, finalement, ça rentre plus ou moins aussi dans l'industrie, disons, proche de l'armement. Ces produits rares font partie des composants pour l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire, des composants électroniques, de toutes sortes de différents usages. Il y a beaucoup d'autres produits qui sortent maintenant de la Russie, qui sont aussi très intéressants pour le marché de l'Ouest. Surtout des produits très rares qu'on ne connaissait même pas ici dans l'Ouest. Je parle par exemple de l'osmium. Ces gens sont prêts à tout. Parce que bon, ils viennent avec leur matériel, ils n'ont pas de devises, ils n'arrivent même plus à payer leur hôtel. Et finalement, pour se sauver, ils le vendent à n'importe qui, à n'importe quel prix. Ça doit être inquiétant, non? En tout cas, c'est quand même assez dangereux, parce que ça sort de tout contrôle. Nous faisant passer pour les représentants d'un acheteur potentiel, nous avons accompagné Leinhauser à sa négociation, afin d'avoir la preuve que ces métaux rares en provenance de Russie étaient bien disponibles. Ils exposent devant nous du gallium et de l'indium pour une valeur d'1 million de $. C'est assez solide, la glace. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah bon? Il a des doutes. Ja, was gilt denn jetzt für... Wir wissen nur kurz, dass die ganze Menge die verfügbar ist. Yes, electronic. So. If you have in warm hands and if you press a little bit in your hands, then you can see deformation also. Was that? Yeah, also. With the warm? Yeah. Not so extremely the gallium. The purity is 649. 99.9999. 699. Et là, vous avez combien de kilos, là? Indium 9 9700. 9700 grammes. 9700 grammes. Et gallium 12 900. 12 kilos 900, presque 12 900. Pour des raisons de sécurité, Günther Leinhauser passe ses coups de téléphone importants d'une cabine publique. Aujourd'hui, le trafiquant allemand prend rendez-vous avec un vendeur russe pour l'après-midi même à Paris. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un marchand d'armes? D'abord, il faut bien connaître le matériel, c'est le point le plus important. Il faut bien connaître la situation du client, du pays qui éventuellement reçoit la marchandise.
la situation politique, la situation économique, l'environnement. Il faut connaître le but de ce qu'il veut faire, un client éventuel. On va dans un pays où j'ai un groupe qui a des problèmes, qui doit régler un problème. Pourtant, un marchand de drogue, il amène des problèmes. Un marchand de drogue, il travaille plus ou moins avec des faibles. C'est ce qui n'est pas le cas pour un marchand d'armes. Il a affaire avec des gorillas, ou avec des officiers, ou avec des militaires. C'est quand même différent. Ja, wenn ich meine Partner gesehen habe. À nouveau dans le rôle d'acheteur potentiel, nous nous retrouvons en compagnie de Gunther Leinhauser dans ce grand hôtel parisien. Dans la chambre du trafiquant, toujours avec sa stupéfiante complicité, nous plaçons un micro-émetteur dans sa cravate afin de suivre la négociation de loin. Une caméra est dissimulée dans un sac. Mais les Russes s'entourent de toutes les précautions. Pour ne pas risquer d'être écoutés par des oreilles indiscrètes, ils se lèvent. La discussion aura lieu à proximité d'une fontaine pour brouiller la conversation. Das muss das ist klar. Das muss es nur, der Nachweis, der Makler, der nicht auch bezahlt werden kann. Ja. Und jetzt habe ich mit denen gesagt, na, jetzt gucke ich mir mal sozusagen auf die Beine. Da haben sie gesagt, hier ist wieder Zettel, die zahlungsfähig bei der Zulassung. Ja, ein LC mit den Russen ist sowieso immer voller Probleme. Das erzählen wir mit uns, weil ich bin in einer Bewertung mit einem riesigen Haufen Rubel bezahlt. Ja, ja. Das heißt nur, das LC mit uns machen und nicht mehr, das kann man dann was. Ja. À Paris, aujourd'hui, dans un hôtel, vous avez rencontré un Russe qui vous a remis quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est exact. C'est une matière extrêmement rare, tout nouveau. Une des grandes découvertes des techniciens, des chercheurs russes. Il s'agit là d'un photoconducteur, genre semi-conducteur, qui est terriblement cher dans la production. Il est terriblement cher parce qu'un kilo de cette matière vaut dans les 16 à 18 millions de dollars, comme ce petit échantillon déjà d'une valeur de 30 000 dollars. L'après-midi même de cette négociation, nous suivons Leinhauser pour un dernier rendez-vous. Une fois encore, la transaction a pour cadre un lieu public, un café des Champs-Élysées. Regardez bien cet homme qui vient d'arriver. Il fait glisser un attaché-caisse sous la table. Il discute un instant avec le trafiquant, puis il repart, mais les mains vides. Peu après, c'est au tour de Leinhauser de partir, la mallette à la main. Combien d'argent, monsieur Leinhauser? Ça fait juste dans les 200 000 dollars. Ça représente quoi? Ça représente pratiquement une partie du paiement pour le matériel et en plus un acompte pour d'autres matériaux de genre terres rares. C'est un commerce dont les acheteurs n'ont pas intérêt d'être connus dans le monde entier. Ça veut dire que ce sont des achats qui se font très discrètement. Une des raisons pourquoi on ne paie pas en chèque, c'est ce qui serait peut-être plus pratique. On paye en liquide. C'est derrière ces façades que sommeille la plus grande partie de l'argent des marchands d'armes. Des sommes toujours considérables.
À Genève, au Crédit Suisse, nous avons retrouvé la trace d'un chèque qui était destiné à un trafiquant d'armes. L'affaire a capoté, le scandale de l'Irangate, lui, a éclaté, éclaboussant l'ex-président George Bush. Ce chèque porte la signature d'un intermédiaire iranien, Manoucher Ghorbanifar. La somme qui devait être versée aux trafiquants d'armes, 33 125 000 $, c'est-à-dire 165 millions de francs. Cet homme, Jean Ziegler, député au Parlement de Berne, depuis plusieurs années, a déclaré la guerre aux trafiquants d'armes et à leur commerce. Genève est une véritable plaque tournante internationale du trafic d'armes. Ce trafic est un trafic de mort, un trafic de sang, et je suis profondément révolté que la Suisse, lâchement et pour le profit immédiat, tolère les agissements de ces personnages. Alors, il y a une loi en Suisse qui soumet à autorisation la fabrication et l'exportation d'armes de guerre. Mais cette loi ne joue pas, le gouvernement ne l'applique pas quand les armes ne sont soit pas produites en Suisse ou ne touchent pas le sol helvétique. Or, un Starkman, un Cummings, pour prendre deux parmi les plus grands et les plus puissants de ces marchands de mort, qui sont actifs au Moyen-Orient, en Amérique centrale, partout dans le monde, ils sont installés à Genève, dans des somptueux bureaux. Cummings a encore un chalet forteresse à Hagstatt. Ils utilisent l'infrastructure de communication, l'aéroport international, surtout des banques discrètes et les comptes à numéros en Suisse, ce qui fonctionne très très bien. Et les armes qu'ils vendent sont entreposées au port franc de Genève, c'est-à-dire dans un territoire extra-douanier, mais sur territoire genevois. Je suis riche, oui, si vous voulez, parce que j'ai un travail que j'adore et que j'ai la chance d'avoir deux bons enfants qui travaillent dur pour réussir, et une femme vraiment idéale. Bon, dans ce sens-là, je suis riche et toujours reconnaissant que la vie soit si bonne avec moi. Sur le plan financier, bon, je dis toujours que je peux me payer mes hamburgers. Ce qui est sûr, c'est que je ne dois rien à personne, nulle part dans le monde. Je n'ai jamais eu de dette. Vous savez, en 40 ans de métier, j'ai travaillé avec plus de 100 pays et il n'y a aucun homme dans le passé comme dans le présent que je ne puisse regarder droit dans les yeux. C'est à Monaco que Cummings a établi le siège de sa société Interarms. Ici, pas d'armée, pas de guerre, et pourtant, rien n'échappe à Samuel Cummings. Il y a 4 ans, le commandant de la garde de la principauté m'a demandé de lui prêter les 5 fusils d'assaut les plus récents. Il souhaitait les tester afin de savoir lequel serait le mieux adapté pour défendre le prince régné. Et il a finalement opté pour le M16, le même fusil que celui des GIs américains. D'ailleurs, si aujourd'hui vous allez au palais, vous verrez les gardes porter ces M16. Ceux que vous leur avez vendus. Oui, ce sont ceux que je leur ai fournis. C'est la seule armée d'Europe que j'ai entièrement équipée d'armes nouvelles. Et ça fait combien de fusils? 99. Pas 100, exactement 99. Dans le grand commerce des armes internationales, Samuel Cummings fait figure de modèle. Ce jour-là, un jeune marchand d'armes lui propose de participer à l'achat d'1 million de Mauser vendus à l'armée turque il y a plus de 60 ans. Un marché de 100 millions de dollars. Bonjour, Monsieur Cummings. Très heureux de vous rencontrer. Moi de même, merci d'être venu.
John, vous pouvez rester avec nous. Nous pensons que vous nous proposez le matériel de Turquie. C'est exact. Parce que, vous savez, nous avons tous eu la même offre. C'est dur à croire, mais j'ai moi-même inspecté ce matériel il y a 42 ans. Ah, je veux bien vous croire. Et les Turcs, depuis, nous font la danse des 7 voiles. Et ça continue. Oui, mais apparemment, ils semblent s'être enfin mis d'accord et nous verrons au cours de notre 3e voyage s'ils nous disent catégoriquement « oui, nous allons vendre ». Bon, qu'est-ce que vous aimeriez que nous fassions dans l'immédiat? Écoutez, j'ai l'impression qu'ils deviennent enfin raisonnables. Nous travaillons en tout cas dans ce but depuis 10 ans. Je n'en doute pas. Oui, moi et mon partenaire, on s'y est rendu à 2 reprises ces 2 dernières années et j'ai tout inspecté dans 4 bases militaires. Je crois sincèrement qu'ils deviennent enfin raisonnables. John m'a parlé d'un prix de $10 pour ces vieux Mauser. Je trouve que c'est un peu exagéré pour ces armes-là. Ils sont fatigués, ces Mauser. Et j'aimerais bien les avoir pour un peu moins, si vous le pouvez. Savez-vous que la majorité d'entre eux ont des baïonnettes? Très bien, ça aide énormément. Ici, nous disons toujours, si vous avez les baïonnettes, le transport est payé. Beyrouth, la ville martyrisée par 17 ans de guerre civile, 17 ans de bombardements, de destruction, de combats de rue entre milices rivales, bilan 100 000 morts. 17 années durant lesquelles les différentes factions libanaises ont pu s'approvisionner en armes et munitions sans jamais rencontrer le moindre problème. Pour les marchands d'armes, les trafiquants, les États, le Liban a fait la fortune des uns et des autres. Aujourd'hui, petit à petit, les milices sont désarmées. Les seigneurs de la guerre rendent leurs armes à l'armée libanaise, comme ici, dans les montagnes du Chouf, le fief des Druzes de Walid Jumblat. Des chars, des mortiers, des canons, des mitrailleuses sont embarqués sur les camions. Rien n'a vraiment valé cette guerre, car quand on pense maintenant aux résultats aboutis par cette guerre, c'était ridicule, c'était absurde. Mais tout le monde s'est battu ici. Quand je vois la liste de ce que j'ai donné à l'armée syrienne et à l'armée libanaise, eh bien c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est avec une nostalgie non dissimulée que Walid Jumblat voit tout son armement quitter les montagnes du Chouf, théâtre de bataille particulièrement meurtrière au cours de ces 17 dernières années. Ce sont les soviétiques à l'époque qui m'avaient donné le gros du matériel, qui avaient formé les cadres. Puis après, les Syriens ont pris un peu la relève parce qu'il y avait des moments où on manquait de munitions. Puis il y a eu un stock d'armes important qui est venu de Libye, assez important. Mais surtout à l'époque, on dépendait du ravitaillement soviétique parce qu'en tant que parti, on avait de très bonnes relations avec le Parti communiste soviétique à l'époque. Et ce matériel a été acheminé gratuitement. Nous n'avons payé aucun sou. J'ai rendu mes armes, une grande partie de mes armes, les armes lourdes et tanks et canons, aux Syriens, bien qu'elles m'appartiennent. Et elles viennent principalement de chez les Soviétiques. Et le reste, comme vous l'avez vu maintenant, je suis en train de les livrer à l'armée libanaise. On a entendu dire qu'une partie des armes, le surplus d'armes que les forces libanaises avaient, qui avait été donné par les Irakiens, Michel Aoun, les Irakiens à Michel Aoun et aux forces libanaises, aurait été vendu quelque part, je crois, aux Croates ou aux Serbes, je ne sais pas, en Yougoslavie, le surplus, un surplus important. Des chars essentiellement? Je ne sais pas, parce que M. Saddam Hussein avait été à un moment donné, pendant la guerre de libération, soi-disant libération, était assez généreux avec les forces libanaises et l'armée libanaise, l'armée de Michel Aoun.
Hier encore, ces chars tiraient des centaines d'obus par jour au Liban. La paix revenue, leur carrière ne s'arrêtera pas là. Une arme a plusieurs vies, aime à dire Leinhauser, des vies bien plus longues que celles des combattants. À Chypre ou en Bulgarie, certaines des armes qui ont servi au Liban sont rachetées à bas prix pour être vendues 7 fois plus cher à ceux qui estiment que leur liberté n'a pas de prix. Avec le conflit yougoslave, Leinhauser peut remercier l'histoire de lui donner l'occasion de réconcilier son trafic et sa bonne conscience. Quelle relation on a avec le mot trafic? Là, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes pour l'embargo contre la Bosnie aujourd'hui? Cet embargo, à qui il est? Il est aux Serbes, uniquement à eux. Et maintenant, on discute partout d'enlever l'embargo pour la Bosnie, la Herzégovine. Seulement, les politiciens n'ont pas le courage. Mais ils ont déjà un point pour qu'ils disent on va faire comme ça. Donc, pour vous, à chaque fois que vous livrez des armes, vous réalisez une opération humanitaire. Ah. Je crois qu'on va trop loin là de nommer une livraison d'armes comme une action humanitaire, mais pour beaucoup de gens, c'est une action de survie. On vous a déjà dit merci? Souvent.